Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h. Ce soir, dans l'affaire Laetitia, il n'y a pas de faute de la part des magistrats. C'est l'une des principales conclusions des enquêtes internes sur le suivi de Tony Mellon. Ce soir, les syndicats de magistrats appellent à reprendre normalement les audiences. Notre invité, c'est le secrétaire national de l'Union syndicale des magistrats, Nicolas Léger, dans un instant. Dominique Strauss-Kahn sous les assauts de la droite. La charge de Christian Jacob jugeant que le patron du FMI ne représente pas l'image de la France fait bondir la gauche. Les ténors du PS dénoncent des relents très moisis. L'Union européenne va débloquer plus de 250 millions d'euros pour la Tunisie d'ici 2013. Une déclaration qui intervient alors que des milliers de migrants tunisiens ont débarqué sur la petite île italienne de Lampedusa pour évoquer la situation en Tunisie, mais aussi plus généralement l'éveil du monde arabe, avec aujourd'hui des manifestations en Iran qui ont fait un mort. Un invité exceptionnel du 22h, l'écrivain, éditorialiste et cofondateur du Nouvel Observateur, Jean Daniel, c'est tout à l'heure. Bonsoir à tous. Les réactions sur le plan politique pleuvent au lendemain de la charge de Christian Jacob contre Dominique Strauss-Kahn. Le directeur du FMI est accusé par le patron des députés UMP de ne pas représenter, je cite, l'image de la France. Le PS s'indigne. Aurélien Romano. Trop lointain, trop riche, pas assez franchouillard aux yeux de certains, Dominique Strauss-Kahn fait l'objet d'attaques frontales de la droite. La dernière salve de Christian Jacob fait déborder un vase déjà trop rempli pour l'opposition. Ce n'est pas l'image de la France, l'image de la France rurale, l'image de la France des terroirs et des territoires, de celle qu'on aime bien, celle à laquelle je suis attaché. Nous avons très bien compris les relents moisis qu'il y a derrière cette déclaration. Que ça s'arrête immédiatement. C'est inacceptable. Dominique Strauss-Kahn ne ressemblerait pas à la France des territoires et des terroirs qu'aime bien Christian Jacob. Moi je dis là-dessus, stop, tout de suite. Tout de suite. Stop, tout de suite. Le Parti socialiste ne prononce pas le mot antisémitisme, mais insiste sur la proximité d'opinion avec Charles Maurras, nationaliste antisémite du début du XXe siècle. L'UMP fait bloc contre Dominique Strauss-Kahn, qui doit venir vendredi à Paris pour préparer le G20. Le mot d'ordre est visiblement lancé de s'attaquer à une potentielle candidature DSK. Pierre Lelouch parle de gauche ultra-caviar. Les références à l'argent et aux préoccupations éloignées géographiquement de celles des Français se multiplient. Jusque-là, François Baroin s'était borné à rappeler la promesse d'effectuer le mandat à la tête du FMI jusqu'au bout, c'est-à-dire octobre 2012. Voilà, le patron du FMI ne semble pas, en tous les cas, bénéficier des confidences de son épouse qui a dit préférer que son mari ne fasse pas de second mandat au FMI. Ce dernier a en effet perdu 7 points d'opinion favorable ce mois-ci selon une enquête Ipsos pour Le Point. C'était un rapport très attendu. Les conclusions des enquêtes sur le suivi de Tony Mellon dans l'affaire du meurtre de Laetitia n'ont pas démontré de faute des magistrats. Elles ont pointé une série de problèmes attribués aux services de probation dépendant de l'administration pénitentiaire. Ce soir, les syndicats de magistrats appellent à ne pas continuer la grève des audiences non urgentes. On fait le point avec Jérôme Rabier. 3 heures de face-à-face tendues entre le ministre et les syndicats judiciaires et pénitentiaires. Et à la sortie, personne n'affiche de grandes avancées. Ce soir, le ministre de la Justice n'évoque plus des fautes individuelles, mais des carences dans les services, tout en se réservant le droit à des sanctions. En ce qui concerne les suites à donner sur le plan d'éventuelles sanctions et de poursuites disciplinaires, ce n'est pas le sujet qui était discuté naturellement avec les organisations syndicales et je prendrai mes responsabilités dans les toutes prochaines heures. Seule avancée pour les syndicats de magistrats, le rapport des services judiciaires met hors de cause toute responsabilité individuelle au sein de leur profession. Contrairement à ce qu'a dit le chef de l'État pendant plusieurs jours, ce qu'il a martelé, ce que d'ailleurs le ministre de la Justice lui-même avait dit dans un communiqué commun avec le ministre de l'Intérieur, eh bien il n'y a pas de faute disciplinaire qui ait été commise par des magistrats dans cette affaire. C'est donc désormais vers les services pénitentiaires que les regards se tournent. Les conseillers d'insertion et de probation en charge de Tony Mellon n'auraient pas pu suivre son cas par manque de moyens au sein du service. Ça ne devrait pas être le cas. Les services d'insertion et de probation devraient être en capacité de pouvoir assumer l'intégralité des prises en charge qui sont confiées par la justice. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Les syndicats du monde judiciaire et pénitentiaire vont désormais décider des suites à donner à leur mobilisation.
Voilà, et les suites, on les connaît, puisque ce soir, les syndicats de magistrats appellent à ne pas continuer la grève des audiences non urgentes. On va en parler avec notre invité, Nicolas Léger. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes le secrétaire national de l'Union syndicale des magistrats. Donc, je viens de le dire, les syndicats de magistrats appellent à cesser cette grève. Est-ce que ça veut dire que dès demain, eh bien, dans les tribunaux, les audiences vont reprendre normalement ? Alors, vous savez, ce mouvement, contrairement à ce qu'on a essayé de laisser penser, est un mouvement qui a été assez spontané de la part des collègues qui ont été ulcérés par les propos du président de la République. Donc ce soir, nous prenons acte de ce que le ministre de la Justice a indiqué, qu'il n'engagerait aucune poursuite disciplinaire contre des magistrats, parce qu'au vu du rapport de l'inspection générale des services judiciaires, aucune faute, tout simplement, ne pouvait être mise à la charge des magistrats. Il va de soi que nous allons rester vigilants dans les jours à venir sur les développements de cette affaire en matière disciplinaire, concernant les magistrats, mais concernant également les autres personnels de justice. Alors on va en parler, mais juste un mot pour les téléspectateurs, les citoyens qui nous écoutent et qui peuvent avoir affaire à la justice dès demain. Vous pensez que dès demain, le fonctionnement va reprendre normalement dans les différents tribunaux de France ? Je pense que le fonctionnement va reprendre progressivement dans les jours à venir, le temps que les audiences se remettent en place et en mouvement. Ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est un mouvement historique. Jamais dans notre pays une interruption des audiences et du cours de la justice de cette manière-là n'était intervenue. La machine est lourde à remettre en route. Elle va se remettre en route progressivement. Moi, ce que je voudrais dire à vos téléspectateurs ce soir, c'est que il y a un double sentiment qui domine chez les magistrats ce soir, un sentiment de colère et un sentiment de tristesse mêlée. Alors, colère encore ? Vous n'êtes pas soulagé par ces conclusions ? Alors, les conclusions, certes, nous rassurent, mais c'est simplement ce que nous disions depuis des jours, à savoir que le seul problématique dans cette affaire était une problématique de moyens. Et des tables rondes vont être, enfin des réunions de travail vont être organisées avec le ministre. Vous allez y participer pour ces moyens ? Vous êtes satisfait sur ce point ? Nous, à l'Union syndicale des magistrats, nous appelons évidemment à la concertation avec la chancellerie sur tous les points qui peuvent améliorer le fonctionnement de la justice. Mais de quoi le président de la République... Vous m'avez dit tristesse, vous m'avez dit colère et juste la tristesse. Je voulais comprendre pourquoi ce sentiment. Oui, la tristesse parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation de dysfonctionnement de nos institutions judiciaires. Ce dysfonctionnement a été induit par les propos du président de la République mercredi dernier, qui étaient des provocations visant à désigner des magistrats comme ayant commis des fautes, avant même de connaître les résultats d'une enquête qui était diligentée. La preuve est qu'aucune faute n'a été commise. Je vais vous laisser continuer, mais je croyais que vous allez me dire que vous étiez triste parce que ce sont vos autres collègues qui sont pointés du doigt, ce sont ceux des services pénitentiaires. Vous reprenez malgré tout le travail, malgré les sanctions qui vont forcément subir. Je crois qu'il faut expliquer clairement les choses. L'interruption du cours de la justice, ce n'est pas une chose anodine. Quand la justice s'interrompt, c'est un pilier fondamental de notre démocratie qui cesse de fonctionner. Et ces jours-ci, nous avons assisté à quelque chose d'extrêmement grave sur le plan démocratique dans notre pays. Les magistrats et les organisations syndicales de magistrats sont des organisations responsables. Oui. Aujourd'hui, le président de la République, en tout cas le ministre de la Justice, semble être revenu à la raison. Dans l'intérêt de nos concitoyens, nous allons reprendre le fonctionnement des audiences et le fonctionnement de la justice. Mais pas dans l'intérêt de vos collègues. Mais nous avons dit très clairement au garde des Sceaux cet après-midi, et nous le redisons ce soir, que nous sommes solidaires des fonctionnaires de justice qui seraient mis en cause, puisque le ministre pour l'instant n'annonce que des... Qu'est-ce que ça veut dire justement, Nicolas Léger, être solidaire? Est-ce que ça veut dire que s'il y a des sanctions, parce que là il y a eu dysfonctionnement, c'est prouvé, vous ne remettez pas en cause ce point-là, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait d'autres formes de protestation de votre part? Tout à fait, puisque aujourd'hui s'engage un processus qui est beaucoup plus long, qui est un processus d'enquête disciplinaire, qui fait suite à un processus d'enquête administrative. Nous allons être très vigilants sur le développement de ce processus disciplinaire qui peut durer plusieurs semaines. Et si des responsabilités devaient être pointées vers des fonctionnaires de justice qui n'ont pas plus de choses à se reprocher que les magistrats, c'est-à-dire d'avoir dû faire des choix dans une situation de pénurie. Et qui ont forcément entraîné quelques dysfonctionnements en tous les cas. Nous serons très vigilants sur les conclusions de cette enquête et nous ne laisserons pas d'autres boucs émissaires être désignés. Vous pensez être compris, vous pensez que les services de probation qui dépendent de l'administration pénitentiaire vont comprendre ce soir le geste des magistrats d'arrêter cette grève même si eux sont mis en cause? D'abord, ce n'était pas une grève, une suspension des audiences et cette décision, elle est parfaitement collégiale. C'est-à-dire que c'était une décision qui a été prise ce soir dans une réunion intersyndicale qui incluait les syndicats de l'administration pénitentiaire qui sont parfaitement conscients que la justice en France ne peut pas cesser de fonctionner pendant des semaines et des semaines. Et que ce mode d'action était un mode d'action extrêmement fort, voire exceptionnel et historique pour dénoncer des dysfonctionnements graves de la part du chef de l'État. Maintenant, nous nous inscrivons dans une nouvelle logique qui est d'être très vigilants sur ce qui va arriver à ces fonctionnaires.
Mais quand vous dites juste un point pour qu'on soit clair, dysfonctionnement de la part du président de la République, vous reconnaissez quand même les dysfonctionnements qui ont été mis en lumière par ces enquêtes aujourd'hui aussi, qui ne sont pas du fait du président de la République, me semble-t-il. On peut se poser la question malgré tout, parce que les enquêtes mettent en évidence une chose, c'est qu'à Nantes, et puis sans doute ailleurs, mais c'était le point aujourd'hui de Nantes, le manque de moyens est criant. Le manque de moyens est criant et c'est pointé dans le rapport. Et les fonctionnaires de justice et les magistrats avaient signalé cette situation à leur hiérarchie et à la chancellerie. Donc au final, s'il y a eu une faute dans cette affaire, nous le redisons, il y a des dysfonctionnements faute de moyens. Et s'il y a une faute, c'est la faute de la chancellerie et du président de la République de n'avoir pas donné à la justice les moyens de travailler. Merci beaucoup Nicolas Léger d'avoir été notre invité. À noter également, on n'a pas parlé encore des policiers, mais que l'inspection générale de police n'a pas relevé ni dysfonctionnement, ni faute grave des policiers dans le suivi du principal suspect, donc dans le meurtre de Laetitia. Merci à vous. La suite du 22h dans quelques instants, c'est notre invité sur la situation internationale et en particulier sur le monde arabe, c'est Jean Daniel à suivre. Mais d'abord, on va regarder tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. C'est le tour de l'info. Il est préparé ce soir par Flora Sauvage. Après l'Algérie ce week-end, c'est au tour de l'Iran. À Téhéran, plusieurs dizaines de manifestants ont été arrêtés alors qu'ils manifestaient en soutien au soulèvement égyptien et tunisien. Cette journée de mobilisation représentait un test pour l'opposition iranienne. Elle n'était plus descendue dans les rues depuis un rassemblement en décembre 2009 qui avait conduit à la mort de 8 personnes. Les parents de Florence Cassé ont été reçus cet après-midi à l'Elysée. Si Nicolas Sarkozy refuse de boycotter l'année du Mexique en France, il s'est engagé à ce qu'elle ne fasse pas la totalité de sa peine. Florence Cassé a été condamnée au Mexique à 60 ans de prison pour des enlèvements qu'elle a toujours niés. À quelques mois de la présidentielle, le Sénat veut plus de transparence dans les sondages. Une proposition de loi adoptée aujourd'hui entend dévoiler les petites recettes des sondeurs. Il faut nous dire qui finance les sondages. Il faut nous dire quelles sont les marges d'erreur. Vous savez bien que ça n'a aucun sens de dire, mettons, 49-51. C'est 49 plus ou moins 3 et 51 plus ou moins 3. C'est quand même important que les auditeurs, les téléspectateurs et les lecteurs le sachent. S'ils approuvent la démarche, les instituts de sondage sont préoccupés par certains points du texte. L'alcool serait plus meurtrier que le sida, le paludisme ou encore la tuberculose. Ce constat émane d'une enquête de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS estime que la consommation excessive d'alcool tue 2,5 millions de personnes par an dans le monde. La réforme de la fiscalité se précise. Le gouvernement souhaite remonter le seuil à partir duquel un contribuable paiera l'impôt sur la fortune. Le manque à gagner serait alors compensé par la suppression du bouclier fiscal, une mesure critiquée par l'opposition. La priorité du gouvernement, c'est qu'un certain nombre de riches qui payaient l'impôt sur la fortune ne le payent plus. Il se préoccupe des riches les moins aisés. La réforme de la fiscalité devrait être présentée en Conseil des ministres en mai, avant d'arriver le mois suivant au Parlement. La fiscalité, l'impôt, on en parle ce soir avec Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Alors il y a quelques temps, on se souvenait que Nicolas Sarkozy avait laissé entendre qu'il supprimerait cet impôt sur la fortune. Et là, François Baroin parle de réaménagement. Est-ce que c'est un renoncement ? Ça y ressemble fort quand même. Le problème de la droite est le suivant. Elle est contre l'ISF, mais elle est pour les 3,5 milliards que ça rapporte. Donc à partir de là, il y a un problème compliqué. On ne peut pas cracher sur 3,5 milliards quand vous avez 150 milliards d'euros de déficit. Il y a un problème comptable. Alors ce que l'on sait, c'est que ce bouclier fiscal qui est maintenant honni dans l'opinion publique et désapprouvé par une grande partie de la majorité parlementaire, lui, ce bouclier fiscal sera supprimé, et ce qui fera à peu près 900 millions d'euros d'économies pour le budget de l'État. Et on va effectivement s'en servir pour réduire l'ISF en relevant le seuil d'imposition de l'ISF. Ça permettra de faire sortir 300 000 personnes comme assujettis de l'ISF. Il en restera au total 250 000. 250 000, on pourra dire là véritablement que l'ISF fera
les riches. Parce que là, effectivement, aujourd'hui, avec un appartement à Paris, un bel appartement à Paris, vous arrivez facilement aux millions d'euros. Donc on ne peut pas qualifier ces personnes de riches, même si on peut les qualifier d'aisées. Donc le fait que l'on sorte 300 000 ménages grâce à ce système va concentrer l'idée que effectivement l'ISF est un impôt sur les riches. Mais là, l'idée d'éliminer l'ISF semble maintenant aujourd'hui abandonnée. Et Jean-Louis, il était prévu aussi une refonte globale de la fiscalité. C'était au printemps, ça aussi c'est abandonné, il n'y aura que des changements cosmétiques? Alors ça c'est le gros problème, parce qu'il faut se rendre compte de deux choses. La fiscalité, un, c'est de l'argent. Deux, c'est de la politique. C'est de l'argent, or l'État a besoin d'argent. Et la politique, c'est que en 2012, l'un des grands thèmes qui va surgir pour ces présidentielles, ça sera comment vous résolvez le problème des déficits publics et le problème de qui va payer. Là, on va entrer dans un système politique extrêmement, à mon avis, agressif. Alors à partir de là, dans la majorité présidentielle, on dit bon ben on va taper sur le patrimoine, les riches. Le problème du patrimoine, les riches, c'est qu'en réalité 55% des Français sont propriétaires de leur logement principal, 7 millions de Français sont actionnaires dans les entreprises, c'est pas des gens pauvres, ce pas des gens modestes, ce sont effectivement des gens aisés, mais pas les qualifier tous de riches, et pratiquement tout le monde a un contrat d'assurance vie. Et ça rapporte l'ensemble de cette fiscalité aujourd'hui 55 milliards d'euros. Alors il y a eu une proposition parlementaire qui consistait à dire on va fiscaliser les plus-values sur le logement principal. Tollé, et jeudi dernier, M. Sarkozy a dit il n'en est absolument pas question. On se reporte à ce moment-là sur l'idée suivante, les plus-values immobilières. Le problème, c'est que déjà, ces plus-values immobilières en France sont très taxées. Il est vrai qu'il y a pas mal de dérogations, il y a toujours une possibilité d'en sortir, et sans doute c'est là-dessus que l'on va travailler. Ensuite, il y a une autre proposition parlementaire, ben écoutez, montons d'un cran la fiscalité sur le revenu pour les hauts revenus. Mais là, M. Sarkozy a tellement dit qu'il n'augmenterait pas l'impôt que c'est impossible. Donc on se trouve quand même devant des contradictions assez compliqué, et il est clair, sûr et certain, parce que ce sera lui le candidat de 2012, que c'est lui qui tranchera en définitive sur cette fameuse réforme de la fiscalité patrimoniale en France, mais je doute qu'on aille vraiment très loin. Merci beaucoup Jean-Louis, vous l'avez rappelé, fiscalité impôt, c'est vraiment la question piège pour les présidentielles, donc on va beaucoup en reparler ensemble. Exactement. Allez, la suite du 22h avec une page à présent consacrée à l'actualité dans le monde arabe. On va évoquer l'évolution de la situation en Égypte, mais aussi en Algérie, avec l'appel à une autre manifestation samedi prochain. Et je vous le disais tout à l'heure dans les titres, cette manifestation en Iran qui a fait ce soir un mort et plusieurs blessés. Dans un instant, l'entretien avec un invité exceptionnel. Ce soir, c'est l'éditorialiste et le cofondateur du Nouvel Observateur, Jean Daniel. Mais d'abord, retour sur l'arrivée, cette actualité, c'est l'arrivée de milliers de migrants tunisiens sur la côte italienne. Thomas Raguet. 5000 en 5 jours. C'est le nombre de Tunisiens ayant réussi à rallier la petite île italienne de Lampedusa, à 150 km des côtes tunisiennes. Rien n'a changé depuis janvier dernier, rien n'a changé. Nous tous qui sommes ici, nous ne demandons rien. Nous voulons simplement trouver du travail en Europe. Des réfugiés économiques pour la plupart, ayant profité du flottement post-révolutionnaire pour quitter un pays désorganisé. Je pense que c'est un mouvement très massif qui va durer. Ça me fait penser à ce qui s'est passé en Albanie, donc je ne crois pas que ça va s'arrêter si facilement. Un sentiment que ne partage pas ce responsable d'une association de Tunisiens de France. Je ne crois pas que ça va durer quelques mois parce que je fais confiance à l'autoritarisme des autorités italiennes, justement, pour faire en sorte que ça s'arrête. Mais le problème demeurera, le problème de l'emploi, du mal-vivre, il demeurera en Tunisie. Ce soir, les arrivées de Tunisiens semblaient avoir cessé à Lampedusa. La France, de son côté, a exprimé sa pleine solidarité avec l'Italie, appelant au renforcement de l'agence européenne Frontex, chargée de la surveillance des frontières extérieures. L'invité du 22h, Jean Daniel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Nous allons parler ensemble de l'évolution de la situation dans le monde arabe. D'abord, une première question. On voit un petit peu dans les médias fleurir l'expression du printemps arabe. Est-ce que vous trouvez cette expression juste et pertinente? Oui, parce qu'elle évoque. Bien sûr que ça n'est pas toujours le printemps de Prague,
que ça n'est pas toujours le printemps du Portugal. Mais l'idée de printemps, c'est l'idée de réveil, ou d'un éveil, plus exactement. Donc il y a quelque chose de nouveau et de jeune, je crois que moi j'adopte. Alors la Tunisie d'abord, et puis l'Égypte depuis quelques jours. Les deux pays sont entrés dans une phase de transition qu'on peut dire délicate. Très délicate, mais je ne suis pas pessimiste pour autant. Pas pessimiste, mais combien de temps va prendre ce chemin vers la démocratie? Je ne crois pas que ce soit seulement une question de temps. Alors si c'est la démocratie, bon, en principe, il n'y a pas de démocratie sans élection. Ce serait une chose à approfondir parce que ce n'est pas suffisant les élections, mais c'est quand même nécessaire. Donc avant les élections, il y a un exercice vers la démocratie avec des pratiques. Et quelles sont les pratiques? La liberté, d'abord syndicale, parce que les syndicats doivent jouer dans les deux cas des rôles importants. Ensuite, dans tout ce qui est organisation civile, en Égypte, elles sont contrôlées par une seule organisation, que vous connaissez, les Frères musulmans. En Tunisie, on peut dire qu'elles sont contrôlées, pas vraiment contrôlées, qu'elles sont encadrées par une série d'organisations quelquefois familiales, ou bien celles des avocats, ou de notre ordre. En attendant les élections, la démocratie dépend de la façon dont elle est pratiquée au sommet et dont elle est acceptée avec une autodiscipline à la base. Par exemple, il y a un mauvais signe à l'intérieur de ma joie profonde, elle est profonde. Il y a un mauvais signe cette semaine, c'était le départ. J'aime pas que les gens quittent leur pays pour des raisons de désaffection. Alors on va rappeler à nos téléspectateurs que c'est en fait des milliers de migrants tunisiens qui sont arrivés sur la côte italienne. D'ailleurs au moment finalement où l'espoir renaît dans cette Tunisie nouvelle, c'est un signe inquiétant. Oui, j'ai toujours caractérisé moi le malheur maghrébin, l'échec de la décolonisation dont j'ai été un accompagnateur, un artisan. Je disais, mon échec personnel, c'est que des gens construisent l'indépendance de leur pays, les pères. Et les fils n'ont qu'un seul but, c'est d'en partir. Ça, c'est un échec. Alors, au moment où il y a un renouveau, où on ajoute à cette indépendance nationale, collective, la liberté individuelle, car c'est ça la grande leçon du printemps arabe, c'est ça. C'est qu'avant, la décolonisation, c'était la renaissance des nations. Là, c'est la liberté, la conquête des individus. On accède à la liberté, ce qui est complètement différent. Dans ces cas-là, il n'y a pas de raison, enfin il ne devrait pas y avoir de raison de quitter. Et pourtant, ils sont arrivés sur la côte italienne, peut-être aussi sur les côtes françaises bientôt. Quelle doit être l'attitude de l'Europe et quelle doit être l'attitude de la France face à tout cela? Oui. Est-ce qu'il faut accueillir ces réfugiés? Moi, je suis en effet pour l'accueil. Exceptionnellement, si vous voulez, oui, je suis pour l'accueil. Je dis exceptionnellement parce que c'est vrai qu'on ne peut pas accueillir, comme disait l'autre, toute la misère du monde, il faut donner sa part. Mais enfin, là, il y a des conditions particulières, quitte à les mettre, je ne sais pas, dans les soins d'instituteurs tunisiens pour leur apprendre qu'est-ce que c'est le renouveau du pays. Enfin, il y a quelque chose à faire, mais c'est naturellement, et dans mon sens, ça n'est tellement pas le refus d'accueillir. On ne refuse pas d'accueillir. Alors, nous allons parler d'un autre pays que vous connaissez bien. C'est l'Algérie qui connaît un parfum de révolte avec une nouvelle journée déjà organisée pour samedi prochain. Sur quoi cela peut-il déboucher, selon vous? Alors, je lis beaucoup de choses, je dévore en ce moment. Tous ces événements me stimulent, me motivent, me rajeunissent même. Oui, ça se voit. Eh bien, on ne comprend rien à l'Algérie si on se souvient seulement de la guerre qui a séparé la France d'Algérie. Or, en France, la réaction première, c'est de dire « Ah oui, la guerre d'Algérie, les 7 années de malheur, etc. » Et première erreur, ce dont les jeunes gens se souviennent, les jeunes gens, ça n'est pas spécialement de la guerre de leur père pour l'indépendance, c'est la guerre civile qui a eu lieu à la fin du XXe siècle, pendant 8 années, avec 200 000 morts. 200 000 morts. Parmi les gens que je connais, et j'en connais beaucoup, il y en a très peu, il n'y en a pas qui n'aient pas eu un parent. Et en général, dans une société en plus choisie, curieusement intellectuelle, on a choisi des étudiants, des professeurs qui n'ont eu une perte. Ils ont un souvenir. L'Algérie est un pays qui, en ce moment, qui a peur d'elle-même, tout en étant révolté, parce qu'elle a peur de la violence.
Cette peur de la violence peut contrôler la violence, mais elle n'empêche pas parce que vous avez les grands-pères qui ont fait l'indépendance, vous avez les pères qui ont fait la guerre civile, mais les enfants, eux, ils se sont détachés et ils ne connaissent que leurs besoins de révolte. Mais est-ce que ces cicatrices peuvent empêcher un scénario à la tunisienne ou à l'égyptienne dans cette Algérie aujourd'hui? Non, je dirais pas, non seulement elle ne peut pas l'empêcher, mais elle peut la faire espérer. Ce dont j'ai peur, moi, ce n'est pas qu'on imite la Tunisie ou l'Égypte, c'est au contraire. C'est qu'on soit algérien, et algérien, c'est être violent. Croyez quelqu'un qui est né là-bas. Et vous connaissez bien Abdelaziz Bouteflika, vous l'avez vu très souvent. Oui. Est-ce qu'il est, lui, et puis le régime, est-ce qu'il est en phase avec son peuple? En phase avec son peuple? Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. D'abord, c'est un homme qui porte son âge peut-être d'une manière différente que je la vis. Et non, il est assez affaibli. Et je crois même qu'il n'est pas toujours en mesure de diriger, il est en mesure de s'exprimer. Il s'exprime d'ailleurs très très bien, admirablement. On a vu l'inquiétude face à un scénario à l'iranienne qui pourrait se répéter en Égypte ou en Tunisie. C'est comme un fantôme qui revient pour hanter encore. Est-ce que véritablement on peut craindre ce fantôme aujourd'hui dans ces pays-là? Écoutez, moi j'y crois absolument pas. Peut-être que je me trompe. Parier sur une histoire comme ça. L'Iran, avant tout, c'est l'histoire d'une conquête d'une indépendance populaire avec et en s'appuyant sur un clergé considérable, uni, structuré, et avec un homme qui est devenu la gloire de la nation. C'est le saint, Ayatollah Khomeini, que nous connaissons bien en France, puisqu'il avait été accueilli par Giscard, et qui avait eu un rayonnement. J'appartiens à un journal où un grand philosophe, Michel Foucault, avait fait l'éloge du départ de cette révolution à cause du caractère philosophique de cette mystique. Donc il y a eu quelque chose de particulier. Mais le clergé c'est un pouvoir articulé, hiérarchisé, qui n'existe nulle part ailleurs. Et sans ce clergé, vous ne pouvez pas avoir un modèle iranien. Dernière question, Jean-Daniel. Finalement, qui jugera, selon vous, Ben Ali, Moubarak et peut-être d'autres? Est-ce qu'ils seront jugés, doivent être jugés par leurs contemporains, ou est-ce que c'est l'histoire qui les jugera? Mais la facilité, c'est de dire l'histoire. Et je veux bien être facile, mais c'est différent. Par exemple, je doute que tout de même, les Américains qui ont fait une grosse entreprise, là, parce que vous ne pouvez pas vous oublier que le peuple égyptien doit la rapidité et la conclusion de sa victoire aux États-Unis. D'un côté, Bush, importe la démocratie avec des bombes, et lui avec l'appui de l'armée et l'appui du peuple. Et je ne crois pas tout de même que le reniement américain, le cynisme américain, ira jusqu'à condamner du vivant de Moubarak. Voilà pour Moubarak. Le reste, nous verrons. Ça dépend de vous, Ben Ali. Merci beaucoup, Jean-Daniel, d'avoir été notre invité. Merci. Voilà pour cet entretien avec Jean-Daniel enregistré dans l'après-midi. C'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle le principal titre. Les syndicats de magistrats appellent à reprendre normalement les audiences après la publication de rapports d'inspection les mettant hors de cause. Je vous rappelle que des renvois d'audience en urgence avaient été décidés il y a une semaine pour protester contre la mise en cause dans l'affaire Laetitia des services de police et de justice par Nicolas Sarkozy. Tous les deux sont hors de cause. Ce soir, merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez avec nous dans un instant, un documentaire passionnant sur Public Sénat intitulé Le Prince et son image. Ce documentaire autour de François Mitterrand décrit le pouvoir, les dangers de la proximité, puis les affres de la séduction et de la flatterie. Et je vous dis à demain. Belle soirée à vous.
Et ces révélations... Je suis très étonné que vous engagez le débat sur ces choses. Si j'avais cru qu'on allait tomber dans ces bas-fonds, je n'aurais pas accepté l'interview. Ce sont des sujets qui ont été traités, Monsieur le Président, par... Je n'aurais pas accepté. Si j'avais su que vous étiez comme ça, moi, je n'ai pas besoin de perdre mon temps sur des sujets pareils, alors qu'il s'agit simplement de polémiques fabriquées, inventées, à laquelle je n'ai rien à voir. Mais il s'agissait d'écoutes qui auraient été commandées par la cellule antiterroriste de l'Élysée, bien sûr pas... On s'enfonce encore un peu plus. Mais... Je n'ai pas l'intention, à vous, que rien n'autorise à cela, de répondre à vos questions. Je voulais vous demander justement si le fait de décorer M. Proto n'avait pas été pour vous... Notre conversation est terminée, monsieur. Si vous voulez bien, nous allons nous séparer. Je ne pensais pas qu'on allait tomber dans un tel degré de vilainie. Mais, Monsieur le Président, il ne s'agissait pas de ça. C'est terminé. La colère du prince m'avait glacé. Peut-être parce que pour la première fois, il perdait le contrôle de son image. C'est le dernier plan que j'ai tourné de lui. Un imprévu, mais qui était comme l'aboutissement inévitable d'un long parcours. Tout avait commencé à la fin des années 80 par une simple lettre adressée au prince. À ma surprise, il avait accepté qu'un réalisateur étranger, inconnu de lui, le suive sur une longue période. Biographie, portraits, chroniques. Durant des années, j'avais pu tourner dans des conditions exceptionnelles pour l'époque. J'avais même installé ma caméra pendant plusieurs semaines au palais. Avant le dernier entretien qui avait provoqué la rupture, j'avais donc déjà réalisé plusieurs films avec lui. Le prince était convaincu de la grande maîtrise de son image, et donc aussi sans doute de celle que je façonnais.